Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce courrier des auditeurs qui vous est présenté cette semaine par Valentin Floquet et Sassa. Alors, avant de répondre à vos questions, nous allons rappeler les concours. Tout d'abord, pour le concours trimestriel, la question c'est sauriez-vous donner le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais qui sont actuellement exposées en République tchèque. Une expo assez incroyable en Europe. Une grande première, exposer Ouais. des pièces du musée du Palais, c'est pas quelque chose qui a beaucoup été fait en Europe pour l'instant. Alors pour cela, il y aura 5 gagnants qui vont gagner, on en parlait tout à l'heure, un petit peu différemment, mais une paire de tongs qui marche toute seule. Voilà, c'est beaucoup d'actualité à Taïwan parce qu'il a plu toute la semaine. Voilà. C'est vrai qu'en France, quand il pleut, on pense plutôt à mettre des bottes. Mhm. Mais à Taïwan, comme il fait super chaud, finalement, mettre des tongs, c'est pas mal aussi. En fait, la technique du tong, ça va beaucoup avec le scooter. Parce que l'eau dégouline de l'imperméable sur la chaussure et donc les bottes ou quoi que ce soit qui pourrait couvrir, C'est vrai. l'eau coulerait dedans, donc c'est pas très agréable. Alors autant se laver les pieds avec de l'eau sale, entre guillemets, et mettre donc ses tongs dans l'eau, entre guillemets. Voilà, c'est... Ça sent le vécu, je crois, là. Oui, c'est vraiment... au fur et à mesure de l'utilisation du scooter, je me suis rendu compte que c'était quand même ce qu'il y avait de plus adapté. D'accord. Bon, en tout cas, là, vous gagnerez plutôt des tongs qui marchent toutes seules. On vous laissera découvrir. Et donc, pour le concours mensuel, cette fois-ci, nous avons pas vraiment une question, mais plutôt quelque chose en lien avec les émissions sur Arnaud le Chat. Oui. Et on vous demande de citer au moins un nom d'album de l'artiste. C'est vrai qu'avec Meg, on a fait toute une série d'émissions sur ce musicien exceptionnel qui nous a quittés l'an dernier. Et donc, je pense que c'est assez facile quand même de trouver la réponse, puisque dans les nombreuses émissions qu'on a fait sur Arnaud le Chat, on a bien sûr cité pas mal de noms d'albums. Et justement, pour les cadeaux, vous gagnerez, alors il y en a beaucoup, 20 livrets de l'un de ces albums et 20 CD d'un autre album. On ne peut pas dire lesquels, évidemment, puisque sinon... Sinon, le concours est un peu trop facile. Voilà. Alors, avant, encore une fois, de répondre à vos questions, on a une petite annonce sur les fréquences. Alors, il y aura de nouvelles fréquences cet hiver, depuis le 26 octobre jusqu'au 29 mars de l'année prochaine. Donc, pour l'Europe... la diffusion se fera de 19h à 19h30 temps universel sur la fréquence 6005 kHz et vers l'Afrique, la diffusion se fera de 19h à 20h sur la fréquence 9680 kHz. Voilà. On avait d'autres annonces. Alors, ça va être plus en lien avec une question. Je pense qu'on va vous en parler plus en détail. Sur Instagram, c'est Sur ça ? Instagram. Mais sinon, oui, on va peut-être passer donc directement aux questions et parler d'Instagram un petit peu. Donc, on a Instagram qui est ouvert. On a déjà plus de 500 abonnés sur Instagram. C'est fou. En 2 semaines environ, on a eu plus de 500 abonnés. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux dans les prochaines semaines. Ah oui. Si l'objectif pour vraiment que le compte soit vraiment alimenté, qu'on continue dessus, c'est vraiment d'atteindre les 1000 assez rapidement. Sachant que pour l'instant, c'est une stagiaire, notre chère stagiaire Eva, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler d'elle. Je ne sais pas si on en a parlé dans d'autres courriers. Oui, je crois. Ouais. Et donc, qui s'en occupe, qui est très douée pour ça, qui est très branchée réseaux sociaux, nouveaux réseaux sociaux, avec plusieurs formats qui fonctionnent plutôt bien, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de réactions à chaque nouvelle publication. Et du coup, je précise quand même quelque chose qui peut intéresser nos auditeurs les plus fidèles, c'est que en fait, RTI a publié récemment un nouveau goodies. Ce sont des post-it à l'effigie de la pie bleue ou pyrole de Taïwan. Et on en enverra, bien sûr, en fonction des limites de notre stock, aux personnes qui feront un commentaire ou qui donneront leur point de vue, qui réagiront par rapport à nos posts Instagram. Oui. Voilà.
Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, et donc réagissez, donnez-nous vos commentaires. Le choix, on va dire, éditorial, je pense que c'est plutôt moi qui l'ai fait au début, notamment les formats extraits d'émissions pour vous inciter à essayer d'en découvrir plus rapidement. Donc des extraits de 30 secondes avec donc le titre et le sujet. Ça fait un petit teaser en fait. Voilà, c'est un petit teaser, une petite image animée parce qu'on me fait une petite bande son comme si c'était comme si c'était les ondes radio, c'est voilà, ça. Et donc voilà, c'est plusieurs idées comme ça, c'est des idées que j'ai depuis plus longtemps, sauf que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment lancer le projet. Voilà, on a Eva qui nous fait ça très bien, donc merci à Eva. Elle aura en tout cas la charge de cette partie-là, je pense, jusqu'à la fin de son stage qui est vers fin décembre. Et donc c'est en lien avec un long email de Jean-Michel Aubier qui nous a posé plein de questions, notamment où était, en fait, le truc c'est qu'il nous faisait un rapport comme quoi on ne trouvait pas d'informations sur le compte Instagram, sur le site. Il n'y a pas de lien, c'est ça ? Il n'y a pas de lien, on n'a pas fait de bannière comme on faisait pour les autres réseaux sociaux. Et c'est vrai que la mise en page de notre site actuel le nouveau site, n'est pas très arrangeant pour pouvoir faire ce genre d'ajout. Est-ce qu'on va faire une bannière ? Je pense que je peux la faire, j'essaie de la faire assez rapidement. On a aussi un peu testé le compte Instagram avant de vraiment l'annoncer. Et de le rendre officiel et de le passer sur le site internet. Après, ce que m'a dit François-Xavier Boulet, c'est que c'est vrai que maintenant ça n'apparaît pas encore très bien sur le site, mais il y a des choses aussi qui nécessitent de passer par l'hébergeur pour faire des changements, donc c'est parfois plus compliqué qu'on le pensait. Oui. Donc il a ajouté en tout cas l'adresse, si vous la cherchez, sur la grille des programmes. Quand on télécharge la grille des programmes, donc on arrive sur un document PDF et là il y a toutes les adresses de notre compte Facebook, X, Instagram, etc. Mais c'est vrai que peut-être à terme ce serait bien de mettre une bannière ou autre, quoi. Je pense que je vais créer une bannière sur la même idée que ce qu'on avait fait pour Facebook et YouTube. Donc voilà pour cette partie-là. Après, donc on a eu d'autres questions de Jean-Michel Aubier et moi j'ai voulu traiter de celles qui portaient sur un cadre plus sociétal. Qui concerne les entreprises qui cherchent des amis. Alors c'est comme ça qu'il l'a intitulé dans sa question. Existe-t-il des entreprises qui permettent de trouver des amis ? Alors c'est compliqué parce que c'est pour trouver des amis, c'est pour des locations d'amis. La barrière, en tout cas dans ce milieu-là, est très flou. Pareil pour le type de service. Je vais dire les mots entre les services juste d'accompagnement et juste de rencontres et les services avec des plus si affinité. Voilà, plus si affinité, des vraies des relations plus personnelles, on va dire. C'est la limite est aussi très très fine et ça va être un peu à l'utilisateur et au prestataire de choisir sa propre limite. Donc c'est difficile sur un site de savoir exactement lequel ne fait pas du tout ce genre de service et lequel on fait ou alors en deuxième négociation en direct avec la personne. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est que c'est fait exprès, d'être très flou parce que on sait très bien que la partie sexuelle est quand même celle qui rapporte le plus aux prestataires. Voilà. Et donc c'est très tentant quand on est dans le milieu, vu les sommes d'argent qu'on peut présenter en off, on va dire, même en dehors de la plateforme, c'est très tentant de pouvoir, vu les sommes proposées, de peut-être succomber à ce genre de service. Voilà. Bon, ça une fois dit, on va peut-être parler un petit peu plus donc du phénomène un petit peu de la location d'amis entre guillemets. Moi j'en avais plutôt entendu parler pour le Japon que pour Taïwan. Voilà. En général, quand ça existe au Japon, c'est que ça existe à Taïwan. J'ai vu des forums d'étrangers en anglais quand j'ai fait des recherches en anglais pour commencer, pour voir à peu près ce qu'ils disaient. Tout le monde va nier. Non, ça n'existe pas chez nous. Ah ouais. Mais après, parce que moi j'ai vu des forums, ils disaient pas ça, mais j'en parlerai plus tard. En anglais ou en mandarin ? Parce que moi j'ai vu plein de réponses comme ça. Ouais, ça n'existe pas chez nous. C'est pas un truc qui commence comme ça. Et quand on trouve en mandarin, on voit que c'est plus les milieux, ce que j'appelle les milieux geeks, jeux vidéo, manga, ce genre de là. Et là, il y a du service qui est présenté.
On va peut-être parler rapidement. Donc, au Japon, c'est vraiment là où ça a vraiment démarré ce genre de service. Ça fait plusieurs années que des agents spécialisés offrent en fait la location d'un ami ou d'un petit ami pour tout type d'occasion, que ce soit des rendez-vous, des dîners ou un instant partagé. Et dans la culture taïwanaise d'origine chinoise, dans le fait de rencontrer des familles, ça a tout son sens en fait, parce que on sait la pression que mettent les parents, par exemple, pour présenter un petit ami avec lequel on va se marier, ou ce genre de choses, ou juste pour donner de la face dans des grands repas de famille, et dire voilà, pour pas qu'on soit s'embêter, on peut faire appel à des services de ce genre. Et donc j'ai trouvé un article en fait qui parle du forum Dcard, un des grosses plateformes d'échange texte, on va dire, en forum à Taïwan, sur lequel en fait il parlait d'un utilisateur qui a publié un message indiquant qu'un ami à lui travaillant en tant que Ige Chingen, ce qui veut dire l'amoureux d'un jour, en location, et que donc juste cette phrase avait déclenché de nombreuses réactions parmi les internautes. Certains commentateurs ont déclaré qu'ils cherchaient à louer un compagnon ou une compagne pour assister à un mariage, d'autres à vivre une sortie de rendez-vous, et d'autres encore à expérimenter le sleep cuddle. Je sais pas si vous connaissez. Non, si tu connais c'est sans mitoufler ou dormir avec quelqu'un sans d'autres relations. Voilà, juste être dans les bras de quelqu'un ou même juste dans le même lit, ça suffit. Et donc, c'est toujours un service rémunéré. Dans les commentaires, on trouve aussi des personnes qui indiquent qu'elles proposent leur service en tant qu'accompagnant rémunéré ou pensent que ça ne vaut pas le coup de louer ça, mieux vaut aller directement dans les services d'escorte traditionnels, qui sont vraiment un autre réseau. En Taïwan, on va dire, il y a un terme spécial qui s'appelle Pata Waisongcha. Ah, je connaissais pas. Les 8 grands services de livraison du thé. Ah oui, d'accord. Cette discussion donc révèle plusieurs choses. D'abord, il existe une demande explicite, c'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, en tant que personne sur des forums, donc c'est quand même des pseudos pas forcément tout le temps cachés, des personnes cherchent à louer un ou une compagne pour une sortie ou un événement. Ensuite, il existe une offre, des individus proposent ce type de service comme un travail d'appoint, souvent. C'est-à-dire qu'ils ont un travail de jour et la nuit ou les week-ends, ils font ce travail en plus pour gagner un peu plus d'argent. Et troisièmement, cela met en lumière un glissement culturel, l'idée que la compagnie ou l'accompagnement peut s'acheter pour un moment précis, sans engagement à long terme, sans nécessairement ce qu'on appelle le volet de romantisme classique dans la relation. Alors, pour mieux structurer ce phénomène, il convient d'en distinguer les services proposés, quel type d'accompagnement, les canaux de diffusion, les risques et garde-fous, ainsi que les facteurs sociaux sous-jacents. Et donc, dans l'article que j'ai trouvé, il y avait des tableaux qui nous expliquaient en fait comment, dans quelles activités, il était possible de faire tous les types de rendez-vous possibles. Donc, il y a cette catégorie de types de rendez-vous, les fêtes, visites familiales, les activités sportives, le shopping, les découvertes de lieux, les restaurants, les visites culturelles, les lieux touristiques et événements. Il y a des gens qui louent des personnes pour les accompagner, pour aller au cinéma, pour aller au musée même. Hein. Il y a aussi lors de réunions sociales, les fêtes d'anciens élèves. Hein. C'est le genre d'endroit où on a envie de pas trop qu'on nous mette la pression sur notre statut de relation. Ça peut être pour des jeux de rôle, pour quelqu'un qui vous écoute, parce que vous avez besoin de vider votre sac. Et donc, vu que personne ne vous écoute dans votre entourage, vous préférez faire ça avec quelqu'un qui va faire semblant de vous écouter. Mais aussi pour du conseil. Là, on est dans un truc un peu plus haut de gamme quand même, ou des créations d'ambiance. Celle-là, c'est très vague. Juste être avec quelqu'un et créer une bonne ambiance. Une situation, une ambiance que la personne désire. Dans les plus pratiqués, c'est bien sûr les KTV, quand on est entre amis. Les karaokés, voilà. ouais. Il y a aussi donc les rencontres en famille, c'est quand même une des principales utilisations, et les réunions sociales, comme je disais, les fêtes d'anciens élèves ou ce genre de choses, c'est aussi très prisé, même si à Taïwan vraiment les visites culturelles et les lieux touristiques, etc., partir en voyage 3 jours avec quelqu'un, ça se fait aussi beaucoup. Voilà, donc pour cette partie-là, après
Il y a différents risques en fait en fonction de l'origine où on va chercher ce genre de service. Parce que si on fait ça sur les réseaux sociaux, forums, Facebook ou autres, le niveau de sécurité est évidemment très faible. On ne peut pas avoir de garantie sur la personne qui nous contacte. Alors imaginez, vous êtes une jeune fille d'une vingtaine d'années. Là, je vais prendre les cas les plus safe déjà. Et que vous vouliez rencontrer un jeune homme et que vous vous retrouvez avec une personne de 50, 60 ans ou d'une quarantaine d'années pour votre rencontre. Lors de la rencontre réelle, c'est vraiment pas l'idéal pour les rencontres. En tout cas, c'est ce qui est identifié comme la façon de rencontrer des personnes avec le niveau de sécurité le plus faible et bien sûr avec des prix par contre très, très, très attractifs. Ensuite, vous avez donc les sites spécialisés de location d'amis. Il y en a à Taïwan. J'en ai noté un en préparant l'émission qui s'appelle PitiPay. Si vous voulez, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, ça s'appelle Jiaogeban en mandarin. Trouver un partenaire. Et ce genre de site est quand même un peu plus safe. Mais le top du top, ça reste les agences d'enquête et proposant des services d'accompagnement. Et donc là, eux, ils font des vérifications de profil, ils certifient les personnes qui sont présentes en tant que personnes qui donnent leur profil, etc. Et c'est vraiment là où c'est le plus élevé en termes de sécurité pour la personne qui veut ce genre de service. Ok, voilà. Merci pour tous ces renseignements, c'est assez intéressant parce que la question m'avait paru intéressante et j'avais fait de mon côté une petite recherche et on a des informations complémentaires. Donc en fait j'avais cherché plutôt sur les sites Rent a Friend ou Rent a Local Friend, des sites plutôt internationaux où il y a des personnes dans le monde entier. Et là, il y a certains sites où il n'y a personne à Taipei et il y en a d'autres où on peut trouver des amis à louer, entre guillemets, à Taipei. Et il y a aussi des étrangers parmi eux. Donc ça, c'est intéressant si vous avez besoin d'un petit appoint éventuellement. Ouais. Et plus récemment, il y a Taiwan Plus. En fait, ils sont sur YouTube, ils font des vidéos qui justement a interviewé une jeune fille qui peut être louée en tant qu'amie. Et donc, ils l'ont interviewée pour faire un petit reportage sur l'économie de la solitude, ce qu'ils appellent l'économie de la solitude. Et donc, elle expliquait que, en fait, elle faisait ça parce qu'elle avait besoin de rembourser une très grosse somme d'argent et qu'elle avait besoin d'un travail complémentaire. Elle disait quand même que tous les gens qui l'ont contactée, c'était des hommes et qu'effectivement, il y en a certains qui essayent de profiter. Alors dans ce cas-là, voilà, elle met des barrières ou elle dit qu'elle ne les revoit plus après. Et effectivement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. C'est surtout pour des banquets de mariage ou des repas avec les collègues de l'entreprise pour pas perdre la face, voilà, pour dire voilà, je suis accompagnée. Mais aussi tout simplement pour aller au resto ou aller au cinéma et ne pas s'ennuyer. Et puis il y a d'autres personnes qui ont besoin de se confier quand ils passent un mauvais moment dans leur vie. Donc voilà, ils louent un ou une amie pour discuter de leurs problèmes à quelqu'un qui les connaît pas. Donc ça va pas forcément avoir d'implication. Et puis alors j'avais rigolé aussi parce que sur un forum sur Facebook qui s'appelle Taiwan Travel Tips, je sais pas si tu l'as vu, c'est un forum en anglais. Je connais bien, en fait, si vous connaissez un peu Taïwan et vous êtes sur le site, sur la page, sur le groupe des expats de France, français à Taïwan, il y a la communauté française, ça s'appelle. Il y a quelqu'un qui partage régulièrement les contenus de cette page-là. D'accord. Et ben en fait, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut louer un ami à Taïwan comme au Japon ? Et là, il y a eu 80 commentaires et ça m'a fait rigoler parce que en fait, la plupart des commentaires, c'était des Taïwanais qui disaient mais les Taïwanais, ils le font gratuitement en fait, il n'y a pas besoin de les payer pour devenir votre ami. Ça, j'avais vu aussi, ce commentaire-là. J'ai trouvé ça assez vrai en fait, dans le sens où... et d'ailleurs, dans les commentaires, il y a des gens qui disaient bah, moi, je peux vous faire visiter gratuitement Taïwan si vous venez à Taïwan. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, la personne qui a posé cette question, elle a fait un voyage à Taïwan et elle a posté donc dans les commentaires une photo avec une amie qu'elle s'était trouvée grâce à ses commentaires. Mais du coup, une amie bénévole, quoi. Et avec qui elle a pu visiter Taïwan. Et elle disait que c'était super parce que quand on est étranger, c'est pas pareil de visiter Taïwan avec un Taïwanais ou une Taïwanaise que tout seul, en fait. Et donc, voilà, finalement, elle n'a pas eu besoin de passer par une entreprise.
Et j'ai quand même le petit bémol de dire que c'est pas forcément comme ça que ça se passe pour les Taïwanais entre eux. Ah oui, c'est sûr. Ouais, C'est voilà. sûr, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment essayé de chercher vraiment entre les Taïwanais. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai gros contraste entre la recherche en anglais et la recherche en mandarin quand je l'ai faite. Et je voulais faire les deux justement pour voir ce contraste ou voir s'il y avait des choses similaires. Et j'ai trouvé le même commentaire que tiens, mais j'ai pas regardé tous les commentaires. Celui où il dit il n'y a pas besoin de payer. Ouais. Mais ouais, j'ai vu aussi des commentaires où il disait non, ça n'existe pas. Souvent des Taïwanais. Et je pense que si ça n'existe pas dans votre cadre social, entre guillemets, vous le savez pas, imaginez même pas que ça existe. Ouais. C'est vrai que moi, si j'avais pas appris ça au Japon, je pense que j'aurais eu du mal à réaliser que ça existe. C'est tellement bizarre que... Enfin, voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, merci en tout cas à Monsieur Aubier pour sa question. On va passer alors à un sujet, mais complètement différent. C'est Jacques Augustin qui nous a interrogés sur des questions de défense et j'ai rassemblé 2 questions. Donc, il nous demande à combien s'élève le budget 2025 de la défense et chaque habitant y contribue-t-il pour beaucoup ? Et l'autre question, c'est Taïwan achète-t-il des armes à l'Union européenne ou exclusivement aux États-Unis ? Alors, après l'arrivée au pouvoir du président Lee Ching-te, le budget de la défense pour 2025 a été doté d'un montant record de 647 milliards de dollars taïwanais, donc à peu près 18 milliards d'euros. Après, il y a eu quelques rebondissements avec l'opposition KMT-TPP qui est majoritaire au Parlement, qui a gelé et coupé en fait une partie du budget. Mais bon, ça reste quand même un grand budget. Ensuite, en août dernier, le Premier ministre Zhou Rongtai a annoncé que dans le projet de budget pour l'année prochaine, donc le budget 2026 de la défense serait porté à 3,32% du PIB, ce qui équivaut à 949 milliards de dollars taïwanais, donc 26,7 milliards d'euros, pour montrer la détermination de Taïwan à assurer sa souveraineté et sa sécurité. Donc c'est en forte augmentation. Donc, la deuxième question de Jacques Augustin était intéressante. Donc, si l'on rapporte à la population, en 2025, le budget de la défense représentait à peu près 27 000 dollars taïwanais par personne, par taïwanais. Et en 2026, ce sera environ 40 000 dollars taïwanais, donc soit 760 € en 2025 et 1120 € en 2026. Alors, même si effectivement c'est pas forcément, c'est des chiffres sûrement exagérés parce qu'il y a aussi les entreprises qui payent des impôts, etc. C'est pas que les personnes. Mais je trouve que c'est plus parlant que des pourcentages par rapport au PIB. Parce qu'en fait, sachant quel est le salaire médian et le salaire moyen à Taïwan, ça fait à peu près un mois de salaire en fait à Taïwan. C'est quand même, c'est assez parlant je trouve. Ça donne à réfléchir. Et j'ai trouvé aussi que ce qui était intéressant, c'était de rapporter le budget de la défense, pas forcément de le rapporter au PIB, mais de voir quelle est sa proportion dans le budget global de l'État. Et donc, en 2025, selon les statistiques taïwanaises, le budget de la défense, c'est environ 15% du budget total. Donc, c'est le 4e budget. Après la protection sociale santé, ça c'est 26%, l'éducation, la science et la culture, 19%, et le développement économique. Alors qu'en France, c'est pas du tout la même chose. J'étais étonnée en fait de voir cette répartition budgétaire. Je crois que j'avais déjà vu les chiffres. Ouais. Alors en France, le premier poste budgétaire, c'est le secteur économie, finance, souveraineté industrielle et numérique, avec le succès qu'on connaît. 54% du budget cette année. Suivi par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, 14% du budget. Et l'armée arrive en 3e avec 11% du budget. Sachant que dans tout ça, faut retirer quand même 34% du budget qui est alloué juste à la dette. Et oui, c'est... Donc il y a un budget qui est en austérité, budget d'austérité pour cette question-là notamment, mais le budget de la défense va augmenter, comme quoi ça semble à la mode un peu partout chez les gouvernements. Oui. Pas forcément chez les gens, mais... Alors revenons à Taïwan parce que je voulais vous parler de l'horizon 2030, puisque lors de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan le 10 octobre, le président Lee Ching-te a réaffirmé l'engagement de Taïwan en matière de sécurité et il a indiqué, c'était pas la première fois, mais il a rappelé que le budget de la défense allait être porté à 5% du PIB
d'ici à 2030 avec plusieurs objectifs, dont le T-Dome, sur lequel RTI a fait un décryptage la semaine dernière. Si vous voulez plus de détails, c'est un bouclier de la défense taïwanaise. Et donc, Lai Ching-de avait annoncé dès le mois d'août cela, en disant que c'était pour s'aligner sur les nouveaux objectifs de l'OTAN, bien que Taïwan ne fasse pas partie de l'Alliance Atlantique. Mais bon. En tout cas, voilà, on sent les pressions plus ou moins directes de la nouvelle administration Trump pour que Taïwan augmente ses dépenses de défense. Notamment, début de l'année, Elbridge Colby, sous-secrétaire à la politique de défense de la seconde administration Trump, avait suggéré que Taïwan porte son budget de la défense à 10% du PIB, ce qui est énorme, sachant que les États-Unis ne sont qu'à 3,4% de leur PIB. Ouais. Ils ne sont pas menacés directement par la Chine, eux. Pas aussi directement. Ouais, pas aussi directement. En tout cas, en ce qui concerne les ventes d'armes à Taïwan, une des manières de dépenser son budget de la défense, Taïwan achète principalement des équipements militaires aux États-Unis et bien sûr voudrait diversifier ses approvisionnements. Mais évidemment, c'est compliqué puisque tout pays qui vend des armes à Taïwan court le risque de mesures de rétorsion de la Chine. Alors, en ce qui concerne la France, vous avez sûrement entendu parler des frégates et des chasseurs Mirage 2000 vendus à Taïwan dans les années 90, ce qu'il faut replacer quand même dans le contexte de l'époque, un embargo sur les ventes d'armes à la Chine qui a été instauré au niveau européen après le massacre de la place Tiananmen en 89. Et voilà, je pense que à l'époque, peut-être que les entreprises françaises et l'État ont vu dans Taïwan une opportunité, mais il y a eu des problèmes judiciaires par la suite qui ont d'ailleurs fait l'objet de certains livres, si vous voulez en savoir plus. Donc je pense que ce ne sera pas de sitôt que la France ou même d'autres pays européens vendront des armes à Taïwan. Et pour terminer, je voulais préciser que dans ce contexte où il est difficile pour Taïwan de se procurer des armes, donc Taïwan développe ses propres équipements militaires, que ce soit des chasseurs. Là, il développe un prototype de sous-marin, Haikwon, même si le projet a pris un peu de retard. Mais aussi et surtout des drones, comme le drone kamikaze de l'entreprise Thunder Tiger, qui était présenté lors du Salon de la Défense de l'Armée de Terre à Washington la semaine dernière. Ce drone et ses composants font déjà partie de la chaîne d'approvisionnement américaine et européenne. Donc Taïwan, en fait, est désormais aussi un exportateur d'armes, notamment en ce qui concerne les drones, qui est vraiment une priorité du gouvernement, qui a créé une alliance, en fait, entre partenaires publics et privés pour promouvoir les drones, et notamment dans le domaine militaire, ce qui permet d'éviter pour certains pays d'importer des composants de Chine. Oui. Pour des questions de sécurité. Et puis, ce que j'allais dire, là où Taïwan exporte le plus en matière de défense, ce sont bien sûr les composants. Voilà. C'était vraiment deux questions très différentes qu'on a traitées aujourd'hui. Merci encore à Jacques-Augustin. Et bientôt, on pourra peut-être louer un drone de compagnie. Ah c'est une super conclusion. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt. Très bientôt, au revoir.